Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Alors, on va parler maintenant de la situation internationale, à la fois l'Ukraine, bien sûr, Gaza, mais aussi la mer Rouge, tous ces points de conflit qui font l'actualité en ce moment. Avec vous, Renaud Girard, vous êtes grand reporter et chroniqueur international au Figaro. Bonjour. D'abord, l'Ukraine, Ursula von der Leyen vient d'annoncer une nouvelle tranche d'aide qui était prévue, des 1,5 milliard d'euros pour l'Ukraine. On a vu lors du dernier sommet européen que la Hongrie s'opposait à une nouvelle enveloppe. La situation semble un peu bloquée aux États-Unis aussi. L'argent commence à se faire rare. Est-ce que quelque chose se passe en Ukraine? Est-ce que le bloc occidental est en train de diminuer son aide ou du moins de limiter, d'inciter Volodymyr Zelensky à une paix plus rapide? Alors évidemment qu'il y a une lassitude européenne et américaine qui est un peu différente d'ailleurs à l'égard de cette guerre en Ukraine, d'autant plus que la communication du gouvernement Zelensky était de dire nous allons faire une très grande contre-offensive et la Russie sera finie à la fin en 2024, il y aura plus de Russie, en tout cas plus de Russie militaire ou offensive. Il y avait même des Polonais et des Lituaniens qui parlaient déjà de diviser la Russie en 5 États, etc., etc. Et évidemment, il y a donc une déception. Alors c'est un peu différent parce qu'aux États-Unis, les républicains ne sont pas contre aider l'Ukraine, mais ils disent notre priorité, c'est de défendre d'abord notre frontière à nous, quoi, aux États-Unis, c'est-à-dire de défendre contre l'immigration illégale, de défendre la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Et donc, tant que les démocrates ne donneront pas l'argent qu'il faut pour payer le mur de protection des États-Unis par rapport aux illégaux qui rentrent du Mexique, nous n'accepterons pas le paquet d'aide pour l'Ukraine, mais qui est d'ailleurs pas seulement pour l'Ukraine, c'est aussi pour Israël. C'est un grand paquet de 60 milliards de dollars. Donc, ce paquet ne sera pas voté avant Noël, mais il pourrait très bien être voté après les fêtes, à la reprise de la session du Congrès américain. En ce qui concerne l'Europe, c'est un peu différent. La Hongrie s'est abstenue en disant que c'était une erreur, mais qu'elle s'était abstenue dans le vote d'ouvrir les négociations avec l'Ukraine pour l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Il ne s'agit pas de faire entrer tout de suite l'Ukraine, il s'agit de commencer les négociations. Il y a plusieurs chapitres à remplir, etc. Donc, la Hongrie a dit que c'était une erreur, mais que les Allemands ont réussi à la persuader de ne pas mettre son veto, parce qu'il faut l'unanimité en Europe pour toutes les décisions de politique étrangère. Alors il est vrai que les fonds structurels, l'aide aux fonds structurels à la Hongrie, on a retenu 30 milliards qui devaient lui être payés au titre des fonds structurels, comme ceux qu'ont reçus les autres pays, la Pologne, etc. Oui, c'est ça. Et là, elle en a eu 10, mais les fonds structurels, la politique régionale doit encore 20 milliards à la Hongrie. Alors peut-être que ça a joué, si on lui donne les 20 milliards, peut-être que le deal, j'en sais rien, mais le deal sera peut-être, bon, on va vous donner les 20 milliards, mais en échange, vous opposerez pas un nouveau paquet à l'égard, vous vous abstiendrez, vous ne vous opposerez pas à un nouveau paquet à l'égard de financement de l'Ukraine. Parce que ce sont des financements militaires et des financements civils aussi, puisque en fait l'Ukraine n'a plus d'économie, donc il faut tous les fonctionnaires, tout ça sont payés par l'aide internationale. Ouais. Mais les chiffres, cette guerre fait beaucoup de victimes. Selon les sources américaines révélées par le New York Times, c'était les chiffres d'août, donc depuis ils ont encore augmenté. 315 000 soldats russes auraient été blessés ou tués, 170 000 à 190 000 soldats ukrainiens également. Là, on voit que
que les Ukrainiens veulent aussi enrôler jusqu'à 60 ans, hein, les Ukrainiens qui sont réfugiés en Allemagne notamment. Il y a quand même un bilan extrêmement lourd et on voit que aujourd'hui c'est toujours plus de 17% du territoire ukrainien occupé par l'armée russe et un front qui ne bouge plus. Alors, il y a un front qui ne bouge plus, évidemment. C'est-à-dire que les Russes, au départ, comme dans toutes les guerres, ils sont assez mauvais au départ, mais après, ils apprennent de leurs erreurs et ils deviennent meilleurs. Ça s'est passé contre les Polonais au XVIIe siècle, contre les Suédois au XVIIIe siècle, contre les Français au XIXe siècle et contre les Allemands au XXe siècle. Les Russes font toujours la même chose. Bon, voilà. Et donc là, maintenant, effectivement, je crois que plus personne n'envisage sérieusement une défaite de la Russie. Je pense que l'Occident ne va pas autoriser une victoire de la Russie, c'est-à-dire qu'il n'est pas question que les Russes puissent prendre Kiev ou Kharkov ou même Odessa, je ne pense pas. Mais en revanche, une victoire contre la Russie, une victoire, ça serait quoi? C'est-à-dire la reprise de la Crimée et du Donbass, je n'y crois pas non plus. Effectivement, on va vers une sorte de front gelé, parce qu'en fait, les enjeux sont trop importants à la fois pour le pouvoir de Poutine, il ne peut pas se permettre de perdre la guerre, et les enjeux sont aussi trop importants pour les Occidentaux. Les Occidentaux ne peuvent pas permettre non plus, après tous ces investissements, jamais un pays n'a été autant aidé de l'histoire, si vous voulez, que l'Ukraine, ne peuvent pas se permettre non plus de perdre la guerre et d'avoir ce changement de régime en Ukraine que souhaitait Poutine, c'est-à-dire avoir une Ukraine qui serait à nouveau une vassale de la Russie. Ça, c'est pas possible. Ce serait quoi, une scission du territoire? Oui, ça serait. Alors, il y a deux options possibles. Soit il y a l'option que Trump est élu président des États-Unis, il a dit lui-même qu'en 24 heures, il réglerait le dossier, c'est-à-dire il dirait à Poutine, il dit bon, qu'est-ce que tu veux, voilà, il aurait donc peut-être, ça peut être pas d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, mais on revient. Voilà, et un deal sur les frontières, un deal sécuritaire aussi pour rassurer les Russes, ou Biden est réélu. Donc là, il y a plus de chances d'avoir l'intransigeance à l'égard de la Russie qui est prolongée, mais Biden aussi, l'administration démocrate, veut aussi la paix finalement, ou en tout cas le cessez-le-feu, parce qu'ils veulent pouvoir parce qu'ils veulent pouvoir se concentrer sur la Chine surtout. Et ils savent que tout ça les emmène trop loin, et que ils savent aussi que stratégiquement, ils n'ont pas vraiment intérêt de jeter la Russie dans les bras de la Chine. Donc on en a à peu près là sur cette guerre. Mais effectivement, ce qui est très intéressant à voir, c'est qu'il y a des critiques qui commencent à être émises à l'intérieur de l'Ukraine, à l'intérieur des journaux ukrainiens. Je pense par exemple au fameux journal qui est le Kiev indépendant, sur la stratégie militaire de Zelensky. Par exemple, il y a eu toute cette opération, les Ukrainiens s'en sont beaucoup vantés, d'avoir réussi à établir une poche sur la rive orientale du Dniepr, sur la rive gauche du Dniepr, en disant, voilà, c'est un grand succès, voilà. Et bien, en fait, c'était un piège de la Russie, parce qu'ils ont laissé les types s'installer, et maintenant, ils vont les réduire. Et là, il y a beaucoup de morts. Et il y a beaucoup de critiques en disant que c'était une politique de relations publiques de la part de Zelensky, qui se sent obligé de nourrir l'ogre médiatique, vous voyez. Ouais. Voilà. Et là, il est très critiqué d'avoir tué des jeunes Ukrainiens pour rien, pour aller se mettre de l'autre côté de l'immense Dniepr. Et je pense qu'en Ukraine, on comprend aussi que bon, voilà, qu'ils ne vont pas, la Russie s'est ressaisie, qu'ils ne vont pas battre la Russie. Ils vont garder leur liberté, ils vont garder leur indépendance, ça c'est sûr, mais ils vont pas battre la Russie, et ils ne vont pas récupérer les régions russophones et russophiles. Ouais. Devant ce constat, on voit pourtant l'Union européenne continue dans la politique de sanctions à l'égard de la Russie. 12e paquet de sanctions. Est-ce que ces sanctions étaient efficaces contre l'économie russe ? Je pense que la politique des sanctions, de manière générale, elle a très peu montré son efficacité. On a eu des sanctions contre Saddam Hussein après la première guerre du Golfe. Vous vous souvenez, en 91, ça a beaucoup
pénaliser la population civile, mais pas du tout le régime. On a eu des sanctions américaines contre Cuba à partir de 1959-1960 exactement, jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a pas du tout réussi à faire changer le régime cubain. Donc je ne suis pas sûr, je trouve qu'on devrait réfléchir à cette politique des sanctions. Alors c'est une guerre par d'autres moyens, mais c'est visiblement inefficace et ça pénalise en fait les populations civiles beaucoup plus que les dictateurs ou les régimes dictatoriaux. Et moi personnellement, je l'ai beaucoup écrit dans mes éditoriaux du mardi, je suis opposé aux punitions collectives de manière générale et les sanctions ce sont des punitions collectives. Alors évidemment qu'on peut avoir de l'interdiction des ventes d'armements, de choses, bien sûr, ça c'est évident, mais des sanctions bancaires qui touchent l'intégralité de la population russe, je trouve qu'elles sont contre-productives. Nous avons intérêt à avoir culturellement la population russe avec nous. Évidemment, nous ne sommes pas d'accord avec un régime russe qui veut changer par la force les frontières. Ce régime russe a accepté volontairement, il faut le rappeler, l'indépendance de l'Ukraine. Les Russes n'ont pas du tout été forcés. Le président Yeltsin, celui-là même qui plus tard a pris Poutine comme successeur, il a volontairement séparé de l'Ukraine, il a volontairement, et même il a dit à Kravchuk dans une réunion en décembre 91 dans une forêt en Biélorussie, il lui a dit la Crimée, oh non, t'as qu'à la prendre. Voilà. Donc après, il y a eu ensuite des traités, il y a eu un engagement russe, le mémorandum de Budapest en décembre 94, un engagement de la Russie, puisque l'Ukraine avait, à la demande des États-Unis, de renoncer à ses armes nucléaire, un engagement de respecter son intégrité territoriale. Comme on dit en latin, pacta sunt servanda. Voilà, nous ne pouvons pas accepter des relations internationales où les Russes ne respectent pas leur signature. C'est comme si un peu nous disions, l'Algérie est très très mal gérée. Oui, certes, il y a beaucoup de corruption en Algérie, certes. Il y a beaucoup de gens malheureux en Algérie, certes. Non, nous allons reprendre l'Algérie. C'est à nous l'Algérie. De Gaulle a de manière libre donné l'indépendance à l'Algérie. Il y a eu des traités, des référendums, tout ça a été accepté. La France n'a pas à aller reprendre par la force l'Algérie. Non, voilà. Et la Russie, c'est pareil pour l'Ukraine. Alors maintenant, on peut tout à fait dire que l'OTAN a été certainement poussée trop loin, puisque des promesses, ça c'est avéré, avaient été quand même données par le secrétaire d'État Baker à Gorbatchev, et que les Russes ont considéré que l'Ukraine et la Géorgie dans l'OTAN, c'était une provocation. Et ça, c'est vrai que nous avons sans doute pas été nous occidentaux, nous n'avons pas été très prudents. Faut voir qu'est-ce qu'auraient dit les Américains si les Russes étaient entrés dans une alliance militaire avec les Mexicains et déployé des missiles au Mexique. Je suis pas sûr que les Américains auraient accepté cela. Apprécié, effectivement. L'autre front, on en parlait pour la politique internationale américaine, c'est Israël, avec la situation dans la bande de Gaza, une catastrophe humanitaire. Là, c'est l'ONU et l'OMS qui appellent aujourd'hui à un cessez-le-feu humanitaire après l'attaque sur l'hôpital Al-Ali. Là encore, les morts civils sont nombreux après l'attaque du 7 octobre du Hamas, mais à Gaza, on ne compte plus le nombre d'habitants sous les bombes. Quelle issue? Là encore, on voit que du côté israélien, on veut aller vite et fort et continuer dans cette attaque-là. Sur la communauté internationale, là encore, ça bouge très vite. Les États-Unis, ça bouge très vite. Israël a un problème, c'est que là, effectivement, Israël a on avait peur au début, on disait, c'est ce qu'a dit le secrétaire à la défense américaine, une victoire tactique, mais une défaite stratégique. La victoire tactique, elle n'est pas non plus évidente, puisque quand même les Israéliens ont perdu aujourd'hui 135 soldats morts. C'est beaucoup ça, pour Israël. 137 militaires morts. 137, ça serait l'équivalent pour les Français de perdre 1300 soldats, donc ça fait quand même pas mal. Ils n'ont toujours pas arrêté Sinwar.
dit Mohamed Deif, les deux chefs militaires du Hamas, et visiblement la combativité de ces soldats du Hamas, qui a l'air d'être meilleure qu'on le pensait, continue. Il y a toujours des morts israéliens, il y a des bavures. On a vu que l'armée israélienne avait été trigger happy, avait la gâchette facile, puisqu'ils avaient tué 3 des leurs, 3 otages qui pourtant étaient torse nu et levaient les bras en l'air. Bon, donc là il y a un vrai problème de politique intérieure aussi, puisque il y a toute une partie de la société israélienne qui réclame comme priorité de la libération des otages, donc d'arrêter la guerre. Les Américains aussi encouragent des négociations, et les négociations ont repris au Qatar. Et puis aussi une sorte de défaite stratégique d'Israël, puisque Israël avait une politique d'ouverture qui marchait bien d'ailleurs sur les pays musulmans, parce que Israël c'est un pays ouvert, c'est un pays qui a très bien réussi, c'est un pays d'ailleurs qui gère pas mal l'islam à l'intérieur de ses frontières, parce qu'il y a quand même pas mal d'Arabes israéliens, et puis vous savez, à Tel Aviv, les Israéliens n'ont pas rasé les mosquées sont toujours là, elles sont bien entretenues, il n'y a aucun problème. Et donc Israël avait réussi à ouvrir des très bonnes relations avec les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, le Maroc, etc. Devait en ouvrir avec l'Arabie Saoudite. Voilà, mais ça c'est stoppé. Mais là maintenant, on voit des pays relativement modérés, parce que la Malaisie est un pays modéré, qui dit ne plus admettre dans ses ports les bateaux battant pavillon israélien. Donc c'est un problème. Et puis il va falloir aussi, on voit pas du tout comment Netanyahou prévoit le jour du lendemain. Qu'est-ce qu'on fait de 2 millions de personnes qui vivent maintenant dans des tentes, 60% des immeubles ou plus sont détruits. C'est quoi la solution? Et ils sont, au titre du droit international, puisqu'ils l'occupent depuis 67, ils n'étaient pas obligés de prendre Gaza en 1967. Ils auraient pu d'ailleurs suivre le conseil que leur avait donné publiquement le général de Gaulle, en disant surtout partez de ces territoires occupés. Ils n'ont pas suivi le conseil du général de Gaulle. Et là, maintenant, ils sont responsables moralement de cette population, hein, puisqu'ils contrôlent, comme d'ailleurs ils sont responsables moralement de la population de la Cisjordanie occupée. C'est quoi le projet? Alors Netanyahou veut pas que l'autorité palestinienne revienne à Gaza. Alors qu'est-ce qu'il propose, quoi? Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi d'embrasement régional, hein? On voit là en mer Rouge maintenant les navires marchands visés par des attaques de drones des Houthis soutenus par les Iraniens. Est-ce que là c'est pas encore un front dans le front et une escalade? Oui, alors effectivement les Houthis qui sont plutôt soutenus par l'Iran, qui sont pas tout à fait les mêmes. Hein, c'est pas, vous n'avez pas la même relation entre les Houthis et l'Iran et entre le Hezbollah et l'Iran. D'abord parce que c'est pas le même chiisme. Je veux pas faire compliqué là, mais les Houthis c'est des zaïdistes, c'est des septimaïs. Ils ne respectent que 7 imams, alors que le chiisme en Iran il est duodécimain. Voilà, c'est pas tout à fait la même religion, mais ils sont proches quand même. Mais surtout, ils ont des sentiments. Ils ont toujours ces Yéménites ont toujours été, pas toujours d'ailleurs, mais enfin, ils se sont inscrits eux-mêmes dans cette espèce d'axe de résistance qui s'appelle comme ça à Israël, et donc ils contribuent de leur part. Est-ce que c'est l'Iran qui leur a dit faites ça? Je ne crois pas. Je crois qu'ils l'ont fait de leur propre chef. Maintenant, ça peut se retourner, parce qu'il faut se souvenir, il faut connaître l'histoire, que en 1960, c'était l'Égypte de Nasser, le panarabisme, qui luttait contre les Houthis. Les Houthis, c'est les Yéménites de fond, c'est les montagnards, c'est les vrais Yéménites, ce sont les Houthis en fait. Et dans les années 60, au début des années 60, il y avait cette guerre de Nasser au Yémen pour imposer les socialistes du Sud, c'était Aden. Eh bien, les Houthis étaient aidés par qui clandestinement? Eh bien, par les Israéliens qui avaient récupéré toutes les Kalachnikov de la guerre de 56 dans le Sinaï et qui les avaient donnés aux Houthis. Donc, les choses peuvent changer, mais aujourd'hui, effectivement, vous avez ça et vous avez une coalition internationale, puisque c'est quand même 40% du commerce mondial qui passe
par le détroit de Bab el-Mandeb et qui va ensuite, donc c'est la mer Rouge, qui va ensuite sur le canal de Suez. Vous allez avoir une coalition de navires pour assurer par la force la liberté de navigation en mer Rouge. Dans l'Alliance, il y a les États-Unis, le Royaume-Uni, le Bahreïn, le Canada, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Norvège, les Seychelles et l'Espagne a dit que finalement non, elle ne participerait pas. Oui, alors ça je ne peux pas, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que l'Espagne, chat échaudé craint l'eau froide, comme l'Espagne a commis l'erreur de ne pas suivre la France sur la guerre en Irak, de ne pas suivre Chirac, Villepin sur la guerre en Irak, et avait participé à cette catastrophe qui était l'invasion anglo-saxonne de l'Irak. C'est peut-être pour ça que les Espagnols se sont retirés en disant c'est une région qui ne nous réussit pas, et donc la flotte espagnole n'est plus celle qu'elle était au XVIe siècle, et donc les vraies puissances navales, elles sont là. Les vraies puissances navales aujourd'hui, c'est les États-Unis d'Amérique, c'est la France, c'est la Grande-Bretagne. Et puis vous avez aussi de l'autre côté, évidemment, comme puissance navale, la Russie et la Chine, mais il n'y en a pas d'autres. Merci beaucoup Renaud Girard pour ce tour d'horizon un peu des points chauds de la planète. On en reparlera bien sûr l'an prochain. Merci à vous. Merci de m'avoir invité. Dans un instant pour les perles et les bravos. Et puis notre invité pour le face-à-face sera Ari Halimi pour l'État hors la loi, un livre sur la violence policière et l'utilisation de cette violence par l'État. À tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff.